La fille doit faire beaucoup d'efforts. C'est comme si elle doit prouver qu'elle peut. Elle doit prouver qu'elle est capable. Ça demande au début beaucoup d'efforts. Tu dois être très discipliné. Tu n'as pas le droit de faire des fautes. Madame Claudette, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va bien, Débo. C'est un plaisir de vous avoir dans ce podcast. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous avoir. C'est déjà entre vous pour une autre émission. Mais ce soir, on va parler d'un autre aspect de toutes les casquettes que vous avez à votre actif. Vous êtes mère, vous êtes aussi entrepreneur. Mais l'aspect le plus important, et je pense que c'est celle sur laquelle on va s'attarder ce soir, c'est le fait que vous avez été la deuxième femme ici au Burundi à intégrer la faculté de génie civil. Oui, c'est vrai. Et je pense que je n'ai rien oublié. C'est vrai, il y a bien longtemps, génie civil, oui. Mais quand même, vous avez marqué l'histoire. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment ça s'est passé? Comment j'ai fait le génie civil? Oui. Ce n'était vraiment pas prévu. Pendant que je faisais mes études au lycée Clarté Notre-Dame de Bujumbura, moi, mon idée était toujours de faire les hautes études commerciales. Parce que depuis longtemps, j'aimais les affaires et je voulais faire les hautes études commerciales. Alors, il s'est fait que je faisais la scientifique là-bas. J'étais assez forte en mathématiques, physique, chimie. Et la préfète des études, elle m'a dit, non, Claudette, tu dois essayer de faire la polytechnique. Ok. Bon, je n'aimais pas l'électromécanique, je n'aime pas tellement tripoter les choses. Le génie civil, bon, peut-être l'architecture, mais elle a vraiment insisté, si bien que à la fin de l'année, pendant qu'on attend le jour de remise des diplômes, elle m'a dit, on va vite faire des cours de renforcement pendant 3 ou 4 jours et je vais te prendre à aller faire le test, le concours pour aller à la Polytechnique, parce qu'on devait passer un concours pour intégrer la faculté de Polytechnique. Ah, j'étais tout triste, tu vois, à la fin du trimestre, quand tout le monde commence à s'amuser, pense au voyage d'études, comment on va faire terminer l'année. Moi, elle m'a donné un professeur de physique et de mathématiques pendant 2 jours pour me rappeler les points clés pour que j'aille faire le concours de Polytechnique. Et le jour du concours, c'est madame la préfète même qui m'a mis dans sa voiture, qui m'a pris à l'université du Burundi jusqu'à la faculté de Polytechnique pour passer le test. Et je l'ai réussi. Ah, heureusement, félicitations aussi. Bon, en ce temps-là, je n'étais pas tout à fait contente parce que moi, je me disais, moi, j'aurais aimé faire les hautes études commerciales et surtout que il n'y avait pas cette faculté ici, donc je m'attendais à trouver une bourse et aller étudier à l'extérieur. Alors, j'ai réussi la Polytechnique, le concours de Polytechnique. Ok. Ce que j'entends, c'est que depuis le départ, vous vouliez faire les affaires. Oui. Mais par le concours de circonstances, vous avez fait les génies civils. Je crois. Est-ce que à un moment donné, les génies civils et les affaires s'y sont rencontrés? Oui. Le génie civil et les affaires se rencontrent, bien sûr. Parce que ce qui est bien, c'est qu'avec le génie civil, tu peux facilement commencer ton projet. Sans trop de fonds, de capital et tout. Parce que c'est ton savoir qui travaille. Tu peux facilement faire les affaires parce que tu commences ta société, tu prends des travaux privés. C'était un peu spécial en ce temps-là. Ce n'est pas comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, dès que tu intègres l'école secondaire, on te dit que tu dois travailler jusqu'à ce que toi-même, tu vas créer ton travail. Et en ce temps-là, nous, on étudiait, sachant que le gouvernement a du travail pour nous. Donc, personne ne pensait à créer son travail, mais c'était possible. Donc, on s'attendait qu'on va être engagé par le gouvernement. Mais il y avait quand même possibilité de commencer quelque chose à toi sans trop de capital. J'imagine que ça a dû être quand même assez, je sais pas, mais je me dis à l'époque, sachant que beaucoup de femmes n'avaient pas accès à l'école, et à l'université, je me dis que ça devait quand même être intimidant de se retrouver dans un amphithéâtre où que vous avez été que la seule femme, peut-être. Oui, c'était intimidant, surtout que je venais d'une école secondaire carrément féminine. Le lycée Clarté Notre-Dame n'était pas encore mixte, n'était pas encore mixte. Donc, j'avais étudié chez les Bonnes Sœurs au lycée Clarté Notre-Dame. Et puis alors, arrivé à l'université, à la Polytechnique, je me souviens que la première année,
on était 2 filles. Ok. On était 2 filles. Non, je crois qu'on était 3 filles, mais une elle a abandonné même avant qu'on termine l'année. Mais la deuxième, on a fait toute la première année préparatoire ensemble. Ouais. Parce qu'après la première année, tu faisais un autre test pour voir si tu vas intégrer les maths physiques ou si tu vas aller dans les sections techniques. Et les sections techniques, c'était l'électromécanique et le génie civil, la construction. Est-ce que c'était difficile pour vous de pouvoir prouver que vous aviez des capacités assez demandées pour aller au bout de ces parcours, ou les plus difficiles, c'était de rester en tant que femme dans un milieu où on s'attend normalement à avoir un homme? C'était difficile. Parfois, c'était facile, parfois, c'était difficile. Bon, quand on est encore jeune fille, on s'intègre facilement dans le milieu des jeunes garçons. C'était difficile parce qu'il y avait chaque fois un cas particulier dans la classe. Par exemple, dans les homes, je devais avoir ma place, ma propre chambre quelque part, mais ce qui est bien parce qu'on te donnait parmi les meilleures chambres des grands. Pendant qu'ils font le sport, pendant qu'ils font leur temps libre, tu n'es pas à chaque fois avec eux. Mais je parvenais à m'intégrer, si bien que quand j'ai terminé l'université, je n'avais même plus l'habitude de m'asseoir avec les filles et les femmes. Mais ce qui est bien, c'est qu'on t'encourage aussi beaucoup. On t'encourage beaucoup parce que tu es la seule fille. Le seul défi, c'était peut-être, je dirais quoi, la force physique. Tu n'as pas mais ça ne demandait même pas beaucoup de force physique. Parce que c'était vraiment, l'ingénierat, c'est un peu différent de l'école vraiment technique ou industrielle. Donc, c'est beaucoup plus l'intelligence, la conception, les calculs et tout ça. Et on y arrive facilement. Mais c'est quand le travail du terrain arrive qu'il y a peut-être quelques défis. Et les défis, on les voit. Moi, je trouve que les défis, je les ai rencontrés beaucoup plus quand j'étais déjà dans la profession que pendant que je faisais l'université. Et quand vous parlez que vous avez rencontré plus les défis dans la profession que quand vous faisiez des études, vous parlez de quel genre de défis, par exemple? Le genre de défis, c'est vraiment les défis naturels, la façon dont les hommes et les femmes nous sommes créés, parce que c'est par rapport, je dirais, par rapport à la force physique, l'endurance. Surtout que après mes études, je me suis mariée. Donc, quand tu te maries, après, c'est les grossesses, c'est les bébés et tout ça. Et pouvoir tenir dans un milieu technique, en ce temps-là, ce n'était pas facile parce que avec le travail du terrain, devient un peu, je dirais, cadencé. Si tu dois faire 6 mois sur terrain, puis interrompre 6 mois pour revenir encore 6 mois. Moi, j'ai trouvé que c'est ça le grand défi. Sinon, l'endurance sur le terrain, quand on est ingénieur civil, on n'a pas vraiment à endurer l'endurance physique parce qu'on est plus dans le travail intellectuel que le travail physique. Ouais, sinon, ça va. Et à quel moment vous avez ressenti qu'il y avait un manque de représentation de la gente féminine dans ce milieu? Dès le début. Directement. Dès le début, oui, directement. Et je dirais que ça a pris... parce qu'il y a de cela maintenant, je crois, 28 ans ou beaucoup d'années. Et je crois que pendant 15 ans, ouais, il n'y avait pas de femmes dans les techniques. Peut-être dans l'urbanisme, dans d'autres techniques, l'électricité, mais vraiment que les femmes, il y ait une vague de femmes qui acceptent d'intégrer les métiers STEM, on les appelle les métiers STEM, ça a toujours été difficile. STEM, ça veut dire sciences, techniques, c'est quoi encore? Engineering and mathématiques. Ouais, c'est des métiers communément appelés masculins. Mais aujourd'hui, vous avez l'impression que quand même il y a une certaine évolution. Il y a beaucoup de femmes qui se mettent dans... Il y a vraiment beaucoup de femmes maintenant parce que nous avons une association de femmes ingénieurs. Il y a une association de femmes ingénieurs qui ont fait le génie civil, l'électromécanique, les IT, télécommunications, et je vois qu'il y en a beaucoup. Et très dynamique, vraiment. Ouais. La société les intègre
tout doucement. Et je crois que... Et elle s'impose maintenant. Hein. Ouais. Elle s'impose. Mais au fait, c'est bizarre qu'aujourd'hui, les femmes, malgré que nous tous, nous sommes dotés d'intelligence naturelle que le Seigneur nous a donnée, après, à chaque fois, pour la femme, elle a comme ses besoins de pouvoir prouver au-delà de ce que le Seigneur lui a donné. Est-ce que aujourd'hui c'est toujours comme ça, même pour ces femmes ingénieurs, malgré ces fléaux? Malheureusement, c'est un peu comme ça. Et je crois que c'est plutôt un problème de culture. Okay. C'est plutôt un problème de culture. Une culture forte, surtout les cultures africaines. Elles ont toujours en tête que la femme est faite pour le ménage, pour la famille, que la femme n'est pas forte, ni physiquement, ni intellectuellement. Oui. Elles ont tendance à partir sur une vérité qu'ils extrapolent ou interprètent mal et dire que le mari est la tête de la femme. Oui. Ça, beaucoup l'interprètent mal. Comme si on devait dire la femme n'a pas à réfléchir. C'est monsieur qui réfléchit et qui donne les ordres. Et c'est tout à fait faux. Est-ce que c'est quand même une question un peu, je dirais, je sais délicate. Pas si... Ouais, c'est un peu délicat. Est-ce que la société, les personnes qui vous entourent, quand ils vous ont vu franchir les pas et aller embrasser une filière qui n'était pas, je dirais, commode par rapport aux attentes de la société, est-ce que ces personnes ne se sont pas un peu retirées de vous ou bien ne vous ont pas découragé en vous disant non, pourquoi tu vas là-bas? Oui. Certains te découragent et d'autres t'encouragent. Ouais. Et bizarrement, avec moi, certains hommes m'ont encouragé. Mais je n'ai vu aucune femme m'encourager. Ah, ok. À avancer là-bas. Parce que peut-être que tu ne peux pas encourager quelqu'un à aller là où tu n'as pas encore été. Moi, maintenant, je peux encourager quelqu'un à le faire. Mais comme en ce temps-là, il n'y avait pas des femmes qui ont fait ça, donc ils n'avaient pas tellement confiance. Et avec les hommes, il y a deux groupes. Il y en a qui croient que la femme est toujours incapable. Il y en a très peu qui m'ont encouragée. Je me souviens que pendant mes études universitaires, tout près de chez nous, il y avait un militaire, il était haut gradé quand même. Et le jour qu'il a su que je faisais le génie civil, il était content. C'était un de nos voisins. Et il m'encourageait toujours. Oui, continue, c'est bien. Où est-ce que tu en es avec tes études? Et chaque fois que je le rencontrais, il m'encourageait. Il était des rares personnes qui m'ont encouragé. Et quand je suis arrivée aussi dans le métier, on voyait que les gens étaient est-ce que tu peux faire un projet, tu peux faire un plan, est-ce que tu pourrais suivre un chantier? Et ils doutaient. By the way, je t'ai pas dit que je suis mariée à quelqu'un qui a fait la construction. Donc finalement, ça a été facile parce que je m'appuyais à lui. Et aussi, pendant que je travaillais, je me souviens qu'il y a un entrepreneur qui construisait sa maison sous le nom de la société familiale. Et le jour où il a su que j'étais ingénieur civil, moi aussi, il a été très, très content. Il me disait, c'est la première fois que j'entends ça. Et à partir de ce moment-là, à chaque petite question sur ses plans, sur son chantier, il tenait à me demander. Bon, peut-être pour voir ma réaction, pour voir mes réponses, pour voir si vraiment je comprends ça. Mais je me souviens qu'il était émerveillé et m'a encouragé beaucoup. C'est deux personnes rares que j'ai vues vraiment m'encourager. Juste deux personnes. Sinon les autres, ils sont là, ils attendent que tu échoues. Et les autres me disaient, beaucoup se sont appliqués pour me convaincre que je devrais accepter d'être professeur à l'université, à la faculté même de construction, de génie civil. On m'a beaucoup proposé à être assistant, parce que peut-être ils pensaient, c'est peut-être mieux qu'elle trouve un travail dans un bureau, dans une école. On m'a beaucoup proposé d'être assistant, mais je n'ai pas voulu. Donc finalement, je dirais que même les profs, ils ne croyaient pas tellement que ça soit facile pour une femme. Et effectivement, à ce temps-là, ce n'était pas facile. Ce n'était vraiment pas facile. Parce que depuis le temps où j'ai terminé mes études, je trouve que l'encouragement général du pays, du gouvernement, n'est venu que 10 ans après. 10 ans ou 15 ans après. Est-ce que vous pouvez, vous avez, je ne sais pas, vous vous rappelez d'un moment clé qui a poussé à ce que
l'encouragement, que ce soit de la société, du gouvernement, fasse le déclic? Il y a Pour que je décide à faire l'étude? Non, pour que les gouvernements puissent accompagner, pour soutenir ces mouvements. L'encouragement. Est-ce que vous vous souvenez d'un... Non, l'encouragement, tu sais, je crois que c'est à peu près à la même période que par rapport à l'entrepreneuriat. Oui. Parce que dans le temps aussi, quand j'ai fini mes études, l'entrepreneuriat n'était pas encouragé pour les femmes et les filles. Je me souviens parce que dans ce pays, tu sais qu'il y a eu beaucoup de crises et à un certain moment, le métier de la construction n'était pas trop promettant à cause des nombreuses crises. Donc, j'en ai profité pour me retrouver ma passion de commerce et d'entrepreneuriat. Et je crois que au début, quand on entendait une femme qui fait du commerce, parce que ça nous demandait de voyager, d'aller chercher des marchandises par-ci, par-là, et je me souviens qu'au début, ce n'était pas bien vu. Il y avait trop de paroles autour des femmes qui voyagent, qui vont... Il y en avait beaucoup qui commençaient à aller avec les bus en Ouganda pour aller chercher des marchandises. Moi, j'allais à Dubaï. On disait les femmes qui vont à Dubaï, c'est suspect. Ils vont rencontrer les hommes entrepreneurs burundais. Ils se donnent des rendez-vous là-bas. Ou bien ils vont rencontrer d'autres entrepreneurs où il y avait trop de paroles. Donc, ce n'était pas encourageant. Mais tu devrais juste continuer et veiller à ce que toi-même, tu ne tombes pas dans ces choses. Mais ce n'était pas très, très bien vu ni encouragé. Mais c'est bizarre que quand vous avez parlé du fait que quand vous avez commencé, vous avez reçu peu d'encouragement, presque, je dirais même quasi inexistant venant de la femme. Alors que c'est bizarre, sachant qu'il y a quelqu'un qui déjà montre la voie pour d'autres femmes. Elles auraient dû quand même voir que voilà, il y a quand même une certaine représentation. Tout ça, c'est plusieurs choses qui entrent en jeu parce qu'avec l'ancienne culture, les femmes, déjà on dit que la femme ne construit pas ou surtout ne peut pas construire une toiture parce qu'après il va y avoir des fuites sur la toiture. Il y a un tas de proverbes qui n'encouragent pas la femme dans ce secteur. Qu'est-ce que je disais? C'était vraiment pas... C'était par la rapport culture n'encourage pas parce qu'on dit que la femme, elle est faite pour le ménage, pour les enfants. En tout cas, la culture burundaise n'encourageait pas ça. Parce que on dirait que les femmes sont faites pour le ménage. Et si elles font dans un commerce, le petit commerce, les fruits, les légumes, et si tu avances trop, tu fais les habits. Et pendant longtemps, ça se limitait à ça pour les femmes. Alors, pour vraiment dépasser, c'était comme un défi. C'était comme un petit combat. C'est un pari. Tu te dis, bon, moi j'aime bien. Comme j'aimais les maths, les physiques, j'aimais dessiner, le dessin scientifique. Je comprenais beaucoup. Je dis, moi je vais le faire. Oui, j'ai essayé. Bon, théoriquement, je trouve que je n'étais pas défavorisée par rapport aux hommes. Et c'est quand tu arrives sur le terrain que tu dois vraiment rencontrer la société que là, c'est pas facile. Là, on fait face à la réalité, quoi. À la réalité. En tout cas, vous avez brisé beaucoup de codes. Vous avez brisé le code au-delà d'être une ingénieure, au-delà d'être une femme entrepreneur. Vous êtes aussi une maman, mais on va revenir un peu parce que vous avez présidé l'association, je ne sais pas si c'est... L'association des femmes entrepreneurs au Burundi. Et vous avez aussi porté beaucoup de projets en rapport à cette association. En regardant en arrière, quelles sont les actions que vous êtes les plus fiers par rapport à l'accomplissement de l'association? Par rapport à l'association, là, c'était vraiment général. C'était par rapport à l'entrepreneuriat et le commerce. Ça n'a rien à voir avec spécialement avec le métier technique. Mais j'ai aimé mon expérience là-bas parce que là-bas, j'ai retrouvé la femme. Parce que j'avais évolué depuis la fin du secondaire, toute l'université. Et j'ai fait 7 ans. Ce temps-là, c'est l'ingénierie civile, c'est un niveau master. Et on devait faire 6 ans avec une année préparatoire à la Polytechnique. Donc, ça fait 7 ans dans un milieu masculin. Quelques années que j'ai travaillé. Donc,
à la FAB, déjà, j'ai retrouvé la femme et la fille. Un monde qui m'a intimidée. Moi, ça m'a intimidée. J'ai eu l'occasion vraiment de réintégrer mon monde et j'ai beaucoup aimé parce que finalement, ça m'a passionnée, le fait d'être là pour soutenir et aider la femme. Donc, pour aller comme un porte-parole, une voix pour la femme, j'ai beaucoup apprécié cette expérience parce qu'en ce temps-là, vraiment, on faisait beaucoup de réunions, de lobbying, et de beaucoup de voyages, pour échange d'expériences et tout ça. Bon, j'ai beaucoup appris. J'ai été à la FAB du temps de la création de WISE, la microfinance WISE. C'était un défi. C'était, je crois, la deuxième microfinance après CECM, je crois. C'était la deuxième microfinance pour monter tout ce projet-là. Ça a été quand même quelque chose, un succès. On a organisé beaucoup de voyages d'études pour les femmes après la crise. Et je crois qu'avec les voyages d'études qu'on a fait dans l'EAC, au Rwanda et au Kenya et en Ouganda, et je crois qu'il y a eu un déclic. Il y a eu vraiment un déclic dans le monde des femmes. À ce moment-là, il y a beaucoup de femmes qui sont mises dans l'entrepreneuriat, qui ont fait leurs petites sociétés et qui ont été encouragées et qui ont eu succès. C'était vraiment quelque chose de bien. Et puis, en tant que présidente de la femme, j'ai pu représenter la CFCIB dans beaucoup d'organisations importantes où j'ai beaucoup appris parce que la CFCIB, elle a beaucoup de départements, mais le département des femmes était un des plus grands départements, le plus fort, le mieux organisé et qui devait chaque fois faire partie des missions à l'extérieur. Donc là, avec cela, j'ai participé dans beaucoup de conseils d'administration. Ici au Burundi, des conseils d'administration interafricains où j'ai beaucoup appris, où j'ai beaucoup vraiment appris. Et puis après, on m'a nommé à représenter la CFCIB dans l'autorité de régulation des marchés publics. Et là, dans l'autorité de régulation des marchés publics, on recherchait une femme, et spécialement une femme dans le domaine de la construction. Et je crois qu'il devait y avoir dans cette commission, 11 personnes, il devait y avoir au moins 3 femmes. Et les 3 femmes, on devait avoir une femme qui a fait la construction, une femme qui a fait la pharmacie et une dans les sociétés civiles, je crois. Pourquoi la construction et la pharmacie? Parce que ça fait partie des gros marchés du gouvernement. C'est là où il y a le plus de problèmes. Et alors, quand il s'agissait de chercher une femme dans la construction, en ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de choix. C'était moi. Donc, et là-bas, j'ai eu une très grande expérience. Là, alors, j'ai eu le contact avec, je dirais, le pays, le fonctionnement du pays, comment ça marche. Et j'ai beaucoup apprécié aussi. Et j'ai été là-bas longtemps. Et comment vous avez concilié les exigences professionnelles avec votre vie de maman? Les exigences professionnelles avec ma vie de maman, ça c'est un défi et je crois que ça reste vraiment difficile pour la plupart. La chance que j'ai eue, c'est que j'avais un époux qui est aussi dans le domaine. La deuxième chance, c'est que j'étais dans le privé. On avait notre société privée. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Ça veut dire que tu peux gérer ton temps facilement parce que tu ne dépends pas des programmes et des ordres généraux d'un autre employeur. Et ça a été un très grand atout pour moi. Sinon, je me dis que ça doit être un très grand défi. Mais malgré ça, à un certain moment, j'étais trop occupée et je me rendais compte que c'est pas facile à gérer. Tu dois être quelqu'un de discipliné, présent au travail et présent à la maison. Je crois que sans la discipline, la détermination, une vision claire, ça doit être impossible. Par la grâce de Dieu et la prière. Sinon, c'est quelque chose de très défiant.
J'imagine qu'il y a sûrement des femmes ou des filles qui vont nous regarder, qui regardent ces podcasts. Et il y a sûrement un des aspects des métiers que nous connaissons qui n'a pas encore été, comment je dirais, qui n'a pas encore été carrément exploité par les femmes. Et je sais qu'il y a certainement une femme qui veut aller embrasser ce métier. Qu'est-ce que vous lui direz? Il faut être sûr que tu aimes ça. Te renseigner d'abord sur ce métier. Bon, je pense que maintenant, c'est quoi? C'est peut-être quoi, le nucléaire? C'est peut-être ça? Je ne sais pas. Je sais pas. Et je crois que dans les pays, l'Europe et tout ça, là, mais les États-Unis, ça ne doit pas être un défi pour les femmes, je pense. C'est pour nous en Afrique et ici au Burundi, particulièrement, que c'est quelque chose de nouveau. Bon, il faut être sûr que tu aimes ça. Il faut vraiment être sûr que tu aimes ça, parce que certainement que tu vas rencontrer des défis. Dès que tu aimes ça, tu as besoin vraiment d'être discipliné. Oui. Vraiment être focus sur ta formation. Ça veut dire que tu ne dois plus être dans les groupes. Ça, c'est quelque chose d'important. Même en faisant le génie civil, la polytechnique, ça veut dire que tu devais parvenir à te détacher de l'ambiance des groupes là, des jeunes, aller regarder des matchs, aller dans les boîtes de nuit, tous les anniversaires, toutes les sorties là, tu dois pouvoir être vraiment très personnel, pouvoir être très discipliné pour focus sur la formation. Et dès que tu parviens à réussir la formation, moi je crois que le reste, ça peut aller. Avec la formation, au moins, ça va aller. Bon, c'est vrai, comme tu as dit, la fille doit faire beaucoup d'efforts. C'est comme si elle doit prouver qu'elle peut. Elle doit prouver qu'elle est capable. Ça demande au début beaucoup d'efforts. Tu dois être très discipliné. Tu n'as pas le droit de faire des fautes parce que tu es déclassé pour du bon. Ça veut dire qu'au début, c'est un sacrifice. Il y a tellement de commentaires sexistes par rapport à ça parce qu'on s'est dit quand une femme elle est aux commandes, que ce soit même, on le voit dans le quotidien quand c'est une femme qui conduit, on s'est dit oh, c'est sûr qu'elle ne conduit pas très bien, elle doit avoir peur, elle ne doit pas être assez expérimentée. Et j'imagine que dans votre domaine, vous avez rencontré beaucoup de personnes qui ont douté de vos compétences par rapport à votre métier. Oui. Est-ce que vous pouvez juste nous donner un chiffre juste comme ça de combien de maisons vous avez construites? Je ne sais pas si on dit ça dans les jargons. Oui. Pour te dire ça, pour te dire vrai, je t'ai dit que mon mari était aussi dans le même métier. Ça veut dire que moi, c'est très particulier. J'ai dû travailler à l'ombre de mon mari. Pourquoi? Parce que seul, c'était presque pas possible. Il n'y en avait pas beaucoup qui pouvaient te faire cette confiance parce que même si tu fais quelque chose, ils vont aller revérifier chez un autre. Mais comme j'étais à l'ombre de mon mari, c'était facile. C'était facile de travailler. C'est ça qui est particulier. Donc, je dirais qu'il y a un défi que je n'ai pas tellement vécu comme les autres. Parce que, à mes côtés, j'avais quelqu'un sur qui je dois m'appuyer. Ça veut dire que si je fais des plans, si j'ai fait un calcul, un devis ou quoi, souvent la personne même ne savait pas que c'est moi qui ai fait. Est-ce qu'avec le recul, vous ne pensez pas que si vous aviez l'occasion de refaire les choses autrement, vous continuerez à prendre l'appui de votre mari ou vous accepterez Si c'était à refaire, je crois que je ferais autrement. Je crois que moi-même, je suis tombée dans le piège de ne pas me considérer, de ne pas m'imposer. Mais je crois que j'aurais pu le faire de par mon caractère, j'aurais pu le faire. Mais à certains moments, c'est comme si tu viens en concurrence avec ton mari. Tu veux faire tes propres affaires et lui tes propres affaires. Tu veux t'imposer. Bon, comme on était mariés, il vaut mieux s'aligner. C'était plus simple. Mais je pourrais peut-être faire un peu autrement, mais j'encourage à celles qui n'ont pas eu cet appui de ne pas prendre ça comme excuse. C'est important. Est-ce que souvent j'entends des gens dire que c'est pas très bien, c'est pas que ce soit professionnel, bien ou pas, de travailler en couple parce que ça génère souvent des tensions. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est bien, ce n'est pas bien. Moi, je dis que ce n'est pas bien seulement parce qu'en termes d'expérience, de discipline, d'organisation, tu peux un peu te relâcher. C'est pas comme si tu travailles sur quelqu'un d'autre. À mon avis,
à mon avis, c'est bien de commencer en travaillant pour quelqu'un d'autre, Oui. mais finir quand même en travaillant avec ton mari. Mhm. Ouais. Vous faites beaucoup mieux et beaucoup plus. Mhm. C'est quand vous vous entendez. Ok. On dit souvent que les courages viennent de petites décisions quotidiennes plutôt que d'un grand geste. Est-ce que vous pouvez nous partager une petite décision qui a eu pour effet plus tard de la carrière que vous avez aujourd'hui? Une petite décision. Oui. Ah, les décisions, c'est toujours grand. Qu'est-ce que je peux dire? Bon, je dirais peut-être que étant dans le monde technique, dans le monde où il n'y a pas beaucoup de femmes, je crois que la décision que j'ai prise d'intégrer l'association des femmes entrepreneurs a été une bonne décision pour moi. Oui. Ça m'a ouvert les yeux. Ça a construit mon caractère, mon développement personnel. J'ai appris beaucoup de choses. Et là, alors, j'ai appris à travailler comme une femme et à aider les femmes. Oui. Et ça m'a ouvert beaucoup d'horizons. Je pense que quand même... Au début, c'était pas facile. Oui. De prendre cette décision, je te dis que j'ai intégré l'association. Juste quelques temps après, on m'a demandé d'être la présidente. Ok. Et accepter ça, c'était pas facile. Hein? On a dû envoyer des délégations pour me convaincre. Ah bon? Ouais. Ah, d'accord. Mais je pense que quand même, vous êtes une source d'inspiration, pas simplement pour les jeunes femmes, mais aussi pour nos mamans, parce que vous faites partie de nos aînés. Et quand on voit l'exemple de nos aînés aujourd'hui, c'est des personnes qui ne rêvent plus, qui ne cherchent plus à apprendre, qui ne cherchent plus aussi à transmettre. Oui, c'est Mais dommage. vous continuez à transmettre, vous continuez à apprendre, ce qui est d'ailleurs bien pour une femme, alors que beaucoup de femmes aujourd'hui, nos mamans, elles restent à la maison et continuent les rôles de femmes. Oui, parce qu'elles ont eu peur d'apprendre après les études. Quand tu avais ta licence, la femme pensait que c'est fini. Quand tu as ton époux, tu es marié, tu as une licence, c'était fini. Non, pas cultiver cette culture d'apprendre. Et vraiment, c'est très important. Dans la vie, il faut toujours avoir quelque chose que tu apprends. Parce qu'on ne sait jamais, on ne connaît jamais tout. Il y a toujours quelque chose à apprendre. C'est très bien pour ta croissance personnelle, ta croissance professionnelle, intellectuelle. C'est très bien pour ton épanouissement. Parce que c'est le grand défaut de plusieurs femmes, elles n'apprennent plus. Et puis, elles veulent apprendre trop tard. Quand elles voient qu'ils approchent la cinquantaine, la soixantaine, que c'est bientôt la pension, elles commencent à se demander qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je peux encore apprendre. On n'a plus le courage, on n'a plus l'énergie. Donc, il faut vraiment cultiver cette culture d'apprendre quelque chose. Et puis moi, j'ai toujours été quelqu'un qui ose. Quand j'ai osé beaucoup de choses, j'ai risqué beaucoup de choses et j'ai fait beaucoup d'erreurs, beaucoup d'échecs. Mais comment sur les longs termes vous continuez toujours à avoir cette soif d'apprendre? C'est pas facile. Vous avez des enfants je pense, qui sont déjà mariés. Et à un moment donné, les gens se disent, ok, je m'assois sur mes lauriers, j'attends maintenant que j'apprenne de mes enfants, de mes petits-enfants. Mais moi, je me dis qu'à mon âge là, je n'ai plus rien à apprendre. D'où tirez-vous cette soif, cette passion de continuer à apprendre aujourd'hui? Bon, je ne sais pas. Cette passion, je suis peut-être comme vous êtes ça. Juste passionné. Bon, et puis maintenant aussi avec mes études, parce que maintenant j'apprends beaucoup plus sur le leadership, j'ai appris que vraiment l'apprentissage continu, c'est une des lois importantes pour assurer la croissance personnelle. Tu dois apprendre. Tu dois accepter que tu ne connais pas tout et tu dois accepter d'apprendre des autres. Parce que c'est en apprenant, en continuant d'apprendre, que tu trouveras de quoi donner aux autres. Il faut avoir aussi le mindset de vouloir donner, de vouloir aider. Oui, c'est vrai. Parce que si tu ne continues pas à apprendre, à un moment donné, tu es dépassé. Tu n'as plus rien à donner. Et que pensez-vous qu'aujourd'hui, l'enseignement supérieur, que ce soit les gouvernements, pourrait changer ou améliorer pour que les femmes se sentent naturellement accueillies dans certains domaines? Tu sais, hein, il y a des choses qu'on n'apprend pas dans la scolarité à
habituelle, Oui. ni à l'université, ni à l'école. On peut l'apprendre à l'école, dans le temps, avec les écoles des prêtres, les écoles des bonnes sœurs. Je trouvais qu'il y avait des sessions, il y avait des cours. On ne comprenait pas l'importance de ça, mais il y avait des cours qu'on appelait parfois morale, je crois, la morale, je crois. Éducation morale. Éducation morale. Oui. Ça veut dire que c'était une autre éducation. Et ils nous apprenaient une culture, c'était un peu de leadership. Oui. Ils travaillaient sur notre mindset, notre culture. Et je trouve que les écoles classiques travaillent seulement sur l'intellectuel et ne pensent pas à la croissance, au développement émotionnel des gens. Alors, l'intelligence émotionnelle est restée trop bas, alors que l'intelligence intellectuelle est là-bas. Et c'est comme ça que tu vois des gens avec des masters, des doctorats et des tout. Mais quand tu les regardes dans la vie, tu te demandes comment c'est possible. Ils réussissaient toujours, on l'enviait, on voyait que c'était l'homme le plus intelligent. Ça veut dire que c'est lui qui avait vraiment l'avenir devant lui. Et bizarrement, ce sont les gens qui arrivés dans la société, ne se retrouvent plus. Je ne sais pas pourquoi les gens ne se posent pas de questions sur ça. Comment est-ce que tu peux être aussi intelligent, mais dans la vie de tous les jours, tu n'arrives plus à concilier ton intelligence à la vie de tous les jours. C'est parce que l'éducation classique ne travaille pas sur l'intelligence émotionnelle. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Là, c'est un tic. C'est ça. Donc, je ne sais pas comment intégrer ça par des cours de leadership, de morale et tout, parce que c'est une éducation qui n'est pas une éducation dans la tête, mais c'est éduquer le cœur. Oui, c'est vrai. Alors les gens se disent, ces trucs de cœur-là, ils se disent, bon, peut-être dans les églises ou bien à la maison. Ils négligent ça, mais c'est plutôt la base de tout. C'est important. Si aujourd'hui, vous devriez... c'est pas un choix. Non, c'est pas... Je vais changer la question, c'est pas un choix. Je veux pas vous amener à faire un choix. Mais est-ce que vous vous sentez plus aujourd'hui ingénieur, entrepreneur ou simplement une femme qui ose, une femme passionnée? Je me sens plus une femme qui ose, une femme leader. Ok. C'est beaucoup plus simple. Comprenez-moi bien quand je dis une femme leader. Oui. Il faut savoir se leader pour pouvoir leader les autres. Ça veut dire une femme leader, c'est une femme qui sait qu'elle doit agir, qu'elle doit se comporter, que tout ce qu'elle fait donne un message. Peut leader quelqu'un d'autre de loin, peut influencer quelqu'un d'autre, peut former ou encourager quelqu'un d'autre. Je pense que vous avez carrément l'idée, influencé beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont ingénieurs parce qu'il y a eu une Madame Claudette qui a franchi les pas, qui a ouvert la voie pour les femmes à embrasser ces métiers. Et franchement, Madame Claudette, c'est quelque chose à encourager. Merci parce que vous avez ouvert la voie. Moi, je n'ai pas fait, les génies. Non, mais pour toutes celles qui l'ont fait, je pense que c'est parce qu'il y a une Madame Claudette qui l'a fait. Oui, c'est un peu particulier aussi, parce que ça dépend aussi des caractères. Oui, parce que la femme en soi, elle est, c'est un être humain qui est doux, et quand on te parle de technique, construction, tu vois la brutalité, tu vois la force. Donc, ce n'est pas d'emblée attirant pour une femme, mais il y a des gens qui ont un caractère, qui ont le goût du risque, qui veulent essayer. Bon, si ça marche, ça ne va pas aller. Et d'autres qui se disent, mon Dieu, si j'échoue, qu'est-ce qu'on va dire? Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Peur d'échouer, parce que l'échec, c'est juste une expérience. C'est vrai. Ça veut dire celui qui n'a jamais échoué, c'est celui qui n'a jamais appris aussi. Qui n'a jamais essayé quelque chose. Nous sommes pratiquement vers la fin de ces podcasts. Si vous aviez un mot pour ces femmes qui n'osent pas encore essayer, parce que c'est dit, pourquoi avec la première, j'attends d'abord que quelqu'un ouvre la voie pour essayer. Pourtant, on peut être le premier dans un domaine quelconque. Quel conseil leur donnerez-vous? Moi, je voudrais leur dire d'abord qu'il y a
il y a de la joie, il y a beaucoup de chances d'être pionnier dans un domaine. Ouais. Si tu as un domaine nouveau que tu veux expérimenter, vas-y. Il y a vraiment une fierté, il y a de la joie, il y a de l'avance, il y a même de l'intérêt, il y a même de l'argent à essayer quelque chose avant les autres. Le deuxième conseil, c'est oser briser la glace, oser briser le plafond. Parce que la culture, les gens, la société, la famille t'imposent un plafond. Mais ils ne te disent jamais ce qu'il y a là-bas, hein, ce qu'il y a au-delà du plafond. Et avec les métiers techniques, moi je me suis rendu compte que c'est là qu'il y a l'argent. Alors je me demande pourquoi les hommes veulent rester seuls là-bas. Si tu veux de l'argent rapide, mais va vers les techniques. Tu peux faire ton projet, ton chantier. Je t'assure que tu as l'argent est là-bas. Je vous dis, l'argent est là-bas. IT, construction électromécanique. C'est pas dans la littérature. Non. L'argent est là-bas. C'est pas en faisant l'histoire. Non, c'est pas en faisant la. Même si tu fais couture comment de haut niveau. Ça n'a pas les mêmes revenus. Non, ça n'a pas les mêmes revenus. En tout cas. Les filles, je pense que vous avez compris. Hein. Non, oui. En tout cas, merci beaucoup, Madame Claudette, pour cet échange. Merci aussi d'avoir ouvert la voie pour les femmes qui ont suivi. Oui, courage les femmes. Courage les femmes. Oui, il faut qu'on s'encourage. Oui, c'est vrai. On a toujours besoin d'un petit encouragement. Oui, c'est vraiment important. Merci beaucoup, Madame Claudette. J'espère qu'on pourra encore avoir ces moments où vous pourrez nous partager, je ne sais pas, quelque chose d'autre que vous aurez essayé. D'autres thèmes, on verra, ou les commentaires de ceux qui auront écouté. Oui, mais il y a toujours de quoi dire. Hein. Il y a toujours de quoi dire s'il faut s'encourager ou s'entraider, il y a toujours. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous qui avez suivi. On se dit à la prochaine. Merci. Et bonne soirée à tous.